Adhémar de Coquetier, je suis l'un des gendarmes de la forteresse. Je suis chargé de votre protection, mais aussi de votre formation aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'arme la plus utilisée sur les champs de bataille? Non. Oui, exactement. C'est la lance. Très facile à construire, ce n'est qu'une pointe en métal avec un morceau de bois, donc facile à la fonction économique, et aussi facile à utiliser. N'importe qui peut s'en servir. On peut donc très facilement menacer nos ennemis de très loin, sans risquer de prendre une gifle en retour. C'est plutôt efficace. Aussi, une centaine de soldats non entraînés peuvent très facilement se positionner ainsi, menacer les adversaires et les empêcher d'avancer. Sauf si c'était une brochette. À ce moment-là, ils diront quand même, écoutez, on comprendra à quelle sauce on les mange. Ouais. Mais si, s'ils viennent se mettre dans les lances, c'est brochette. Ah bon. Donc la lance, c'est la plus répandue des armes d'as. Mais les armes d'as, donc toutes ces armes avec une pointe en métal et en manche en bois, il en existe de différentes formes. On va par exemple trouver la bouge ici, avec sa grande lame, qui peut donc très facilement trancher un bras. C'est délicieux. On peut ici retrouver la bec de Corbin. Vous le voyez le bec? Oui. Hein. Lui, il est capable de passer à travers la plaque d'une armure pour picorer la viande qui se trouve en dessous. C'est délicieux. Sur celle-ci, vous voyez, on a un crochet. Donc grâce à ce crochet, on peut attraper la jambe d'un soldat, tirer dessus et le planter. Littéralement, on sac et on bute. D'où le nom de la sac-bute. C'est facile à retenir. Et sur celle-ci, il y a tout ce qu'il faut. Le crochet, la pointe, la lame, c'est un véritable couteau suisse. C'est pour ça qu'on va s'en servir si on ne sait pas trop quoi faire. Au moins, on est sûr d'avoir l'outil sous la main. Ce qu'on appelle une guisarde. Et alors, il y a celle-ci. Elle a une forme bien particulière, peut-être que vous la reconnaissez. Exactement, c'est la faux. Elle sert dans les champs à couper le blé. Et oui, sauf que le paysan, il est parfois appelé à combattre par son seigneur. Il doit apporter donc son propre matériel, puisqu'il n'est pas fourni, sauf qu'il n'a pas d'argent pour acheter des armes. Il va donc prendre ses outils et les transformer. La lame de la faux qui était à l'horizontale va être redressée pour transformer l'arme en lance. Autre outil que l'on va transformer, celui-ci. Vous le reconnaissez? Exactement, c'est le fléau. Il sert dans les champs à battre le blé pour extraire la graine de sa cosse. Ça marche très bien. Sauf que sur un champ de bataille, on ne peut pas extraire des graines. On veut extraire aussi, pourquoi pas. On veut extraire ce qu'il y a là-dedans. Donc on va s'en servir comme une arme. Donc on remplace la partie en bois par une chaîne et un lourd morceau de métal, ce qui permet notamment de passer le poids par-dessus le bouclier de notre adversaire. Donc on peut totalement ignorer sa principale défense. C'est plutôt pratique. Autre outil, bien sûr, l'âge qui nous sert à couper le bois. Oui, vous n'êtes pas encore transformé en psychopathe, j'aime bien. Effectivement, on va couper du bois. Et qu'est-ce qui est en bois, bien sûr? Les boucliers. Donc on peut totalement détruire les protections de nos ennemis. Et une fois que c'est fait, le champ est libre pour couper les branches disgracieuses qui dépassent du tronc de notre adversaire. Autrement dit, les bras et les jambes, et la tête, alouette. Vous avez les bonnes références. On va aussi trouver cette arme-ci, inspirée du marteau du forgeron. Donc on ne va pas frapper les armures pour les former, on va les frapper pour les déformer. Ben, je vous présente les armes. C'est ce qu'on appelle une masse. Comme son nom l'indique, la masse, elle est très lourde. Donc forcément, si on l'abat sur l'armure, on va l'enfoncer et enfoncer ce qu'il y a en dessous. C'est génial. Très souvent d'ailleurs, à la fin, quand on ouvre la boîte de conserve, c'est du pâté de tête. Miam. Mais ça, donc, ce sont des armes accessibles, si j'ose dire. Elles ne demandent pas beaucoup d'entraînement pour s'en servir. Contrairement à l'arme la plus populaire parmi les enfants et les plus grands, l'épée. Bien sûr. Alors celle-ci, comme elle est forgée, comme elle demande de l'entraînement, elle est réservée aux soldats de métier, des chevaliers et des gendarmes. Cette épée est une épée à une main, parce que je m'en sers. C'est perspicace, effectivement. Comme je m'en sers à une main, elle doit être très maniable. C'est pour ça qu'elle est légère. À votre avis, combien pèse-t-elle? J'entends des chiffres à la... 3 kilos. Moins de 3 kilos. Moins de 3 kilos. 1 kg. Moins de 2,5 kg. J'ai entendu? 1 kg. 1,5 kg, oui, bravo, c'est le juste. J'ai rien à vous faire gagner, mais... Donc effectivement, 1,5 kg pour cette épée, à une main.
Donc c'est une arme très légère, en plus elle est équilibrée. C'est-à-dire que le bobo qui est ici fait le même poids que la lame qui est là. Donc on peut s'en servir très facilement. Et on peut frapper de toutes les manières. On peut frapper des stocks avec la pointe, on peut frapper de taille, tranchant, mais on peut aussi utiliser les extrémités de la garde, qu'on appelle des quillons. S'ils sont aiguisés, ces quillons, on peut se servir de l'épée tel un marteau pour aller passer à travers les armures de nos ennemis, puisque la force de pénétration est extrêmement ici. Rassurez-vous, je ne coupe pas mes mains. Et oui, l'arme n'est aiguisée que sur la pointe de la lame. Si elle était intégralement aiguisée, elle serait beaucoup trop fragile et elle se briserait au premier choc. Donc on ne l'aiguise que sur la pointe, tout simplement. Donc ça, c'est une épée à une main. Donc on peut s'en servir avec une main. Bien sûr, une main, avec un bouclier dans l'autre main. Excusez-moi, je n'ai pas fait de geste, c'est mal. Mais on peut aussi utiliser une épée à deux mains. Donc on va s'en servir à deux mains. C'est bien, c'est bien. Alors, l'épée à deux mains, on l'appelle aussi le bran. Bran, en latin, ça veut dire porter à deux mains et porter au-dessus de la tête. Si bien que l'on aura énormément de force pour frapper nos ennemis. Le désavantage de l'épée à deux mains, c'est qu'elle utilise les deux mains. Et oui, donc on ne peut pas porter de bouclier. Donc pour nous défendre, il ne reste que cette ligne, que cette lame de métal pour rester en vie. C'est pour ça que ça demande de l'entraînement. C'est donc le chevalier. Alors, malgré ça, bien sûr, cette épée est plus lourde, elle ne pèse qu'un kilo 8. Elle reste très légère pour que l'on puisse s'en servir toute la journée. Et donc, même si elle est utilisée uniquement par les chevaliers, ça reste une arme très populaire aujourd'hui, puisqu'elle est présente dans toutes les histoires, dans toutes les légendes, les contes, et très souvent, elle est prénommée. Vous en connaissez sans doute les épées prénommées. Excalibur, bien sûr, l'épée de Arthur. Une autre. Narcisse, c'est dans les Seigneurs des Anneaux, c'est pas tout à fait l'histoire, mais ça marche quand même, j'accepte. Une épée légendaire, celle de Roland au col de Roncevaux. Durandal, et pourtant elle a coupé la montagne en deux, c'est pas mal. Ou alors l'épée de Charlemagne, joyeuse. Et quand on coupe des membres, on est forcément content. Voici donc pour les armes. Vous avez tout compris? Oui, hein. Vous êtes prêts à vous tuer les uns les autres? Il y a moyen. Oui, alors, c'est quand même important de rester en vie sur le champ de bataille, donc on va aussi, bien sûr, se protéger. D'ailleurs, coup de chance, cette animation s'appelle armes et armure. Donc on va parler des armures. Alors, on va commencer par le bouclier. Bien sûr, c'est la base de la protection, on le porte en avant de soi. Au début du Moyen-Âge, il ressemble à ça. Un bouclier rond, en bois, avec au centre ce qu'on appelle un nimbo. Donc cette partie bombée en métal. Donc la main du soldat se trouve juste derrière cet nimbo. Donc c'est un bouclier qui est très maniable, relativement léger, mais il ne protège pas l'intégralité du corps. Pour se protéger intégralement, il va falloir porter un bouclier plus lourd. Par exemple, celui-ci, qu'on appelle le bouclier en amande, parce qu'il ressemble à une amande. Effectivement, vous avez remarqué que les chevaliers n'ont pas beaucoup d'imagination quand il s'agit de nommer les objets. Ça ressemble à une amande, donc c'est un bouclier en amande. Alors lui, il est très pratique parce qu'il protège le soldat de l'épaule jusqu'au pied. En revanche, il est plus encombrant que le bouclier rond, il est moins maniable, donc on se déplace moins facilement. Hop. Alors, celui-ci est très utilisé au début du Moyen-Âge quand on avait des cottes de mailles. Quand on a une armure, on n'a pas besoin d'un bouclier aussi gros. C'est pour ça qu'on va porter aussi l'écu, qui ressemble à une amande, mais en plus petit. Et enfin, le pavois qui est au sommet de la cheminée, lui, il est adapté pour les arbalétriers. Ainsi, ils peuvent se cacher derrière, le flanquer dans le sol, pour recharger leur arbalète. D'ailleurs, l'arbalète, on va tirer 2 à 3 carreaux par minute. Donc c'est très long de tirer une arbalète, c'est pour ça qu'on se protège avec le pavois. Maintenant, sur le corps du soldat, qu'est-ce qu'on porte? Côte de maille, oui, quoi d'autre? Le casque, bien sûr, quoi d'autre? L'armure, bien sûr, je l'ai dit, quoi d'autre? Bref, côte de maille, armure, mais avant ça, on va porter ceci. Voilà. Collection printemps-été 1420. C'est ce qu'on appelle un gant-bison. Une veste matelassée, très épaisse, qui est faite de plusieurs couches de tissu superposées, qui peut parfois être rembourrée de paille. Donc c'est quelque chose qui va amortir les coups. Parce que forcément, le défaut de la cotte de maille et de l'armure, c'est qu'elle n'amortisse pas très bien les coups. Donc grâce à gant-bison, on est bon. Aussi, ça protège le soldat contre sa propre armure. Imaginez une cotte de maille à même la peau par 40 degrés au soleil. Ça bricote, ça brûle, effectivement. Grâce au gant-bison, on est protégé contre ça, entre autres.
L'armure, elle est composée de centaines de plaques de métal qui se chevauchent les unes les autres. Si la peau se retrouve entre deux de ces plaques, ça picote aussi. Grâce au moins-visant, on est protégé. Et donc, depuis les Celtes, on utilise la cotte de maille. Il n'y a que maille qui maille. Enfin, la cotte de maille, c'est des centaines de milliers de petits anneaux assemblés les uns dans les autres pour former donc un vêtement complet, comme des porte-clés. Et donc, on va trouver par exemple ici le camail qui protège la tête du soldat qui pèse 4 kg. Pourquoi? Le camail, c'est cette partie-là qui protège la tête du soldat et tout. Comme une cagoule en maille. Cagoule, maille, camail, c'est facile à dire. Pour le corps, on va porter le haubert. Lui, il pèse 11 kg. Donc c'est pas mal, hein. Ça nous fait un total de 15 kg sur le corps du soldat. C'est relativement lourd, mais c'est très bien réparti sur le corps du soldat. Donc on peut facilement se déplacer, et en plus, c'est très souple. C'est comme une chemise finalement. Un peu plus raide, je vous l'accorde, mais c'est comme une chemise. Et donc le principal intérêt de la cotte de maille, c'est qu'elle protège contre l'épée. Le tranchant de l'épée n'a aucun effet. Même chose pour le cou, ou encore pour les stocks. Rien ne va passer à travers. Le défaut de la cotte de maille, ce sont les coups, comme je l'ai dit, ce pourquoi on porte un grand bison, et les projectiles. Les carreaux d'arbalète et les flèches vont en général passer au travers. C'est pour ça qu'on va améliorer la défense et on va créer donc la protection supérieure. On va créer. Hop. L'armure. Effectivement. Il ne faut pas le dire après, il faut le dire avant. Ouais. Donc le plastron ici, c'est la base de l'armure. C'est ce qu'on va avoir en priorité. Ça protège le torse, la panse et le dos de notre soldat. Si on a suffisamment d'argent, parce que ça coûte très cher, on peut bien sûr compléter la défense. Ajouter des protections pour les bras, pour les épaules, ou encore pour les jambes. Hop. Oui. Comme par exemple ici, nous avons une jambière. Comme vous le voyez, elle est composée de plusieurs plaques de métal assemblées les unes aux autres par des rivets. Donc l'avantage de la protection, c'est qu'elle est mobile, elle est souple. Donc on peut facilement se déplacer avec. Si le chevalier doit monter à cheval, ça suit le mouvement sans aucun problème. S'il tombe de cheval et se brise la jambe, ça marche aussi. Par contre, si votre jambe est comme ça, il faut aller voir le médecin. C'est pas normal. Il y en avait beaucoup à l'époque. Et donc, si on a suffisamment d'argent, on peut acheter la protection complète, l'armure, qui va faire entre 20 et 25 kg. C'est pas mal. Alors, rassurez-vous, on ne met pas la cotte de maille en dessous. Ce serait trop lourd et ce serait protection sur protection, sachant que l'armure remplit les mêmes fonctions que la cotte de maille en mieux. Donc les deux protections vont cohabiter au Moyen-Âge. Les moins riches auront la cotte de maille, les plus aisés auront l'armure. Donc 20 kg répartis équitablement sur tout le corps. Donc un soldat d'aujourd'hui, avec son pactage militaire, aura moins de facilité à se déplacer qu'un chevalier en armure, car l'équipement du chevalier est mieux réparti sur son corps. Donc avec une armure, on peut se déplacer, on peut courir, on peut sauter, faire des roulades, et si on tombe, bien sûr, on peut se relever. C'est génial. Le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que souvent le chevalier monte à cheval. Or, la chute de cheval avec une armure, au galop, très souvent ça va mal se passer. Le soldat va se retrouver coincé au sol, tel une tortue, dans sa carapace. Alors imaginez que vous êtes tous des Français. Enfin, vous êtes peut-être tous Français. C'est facile à imaginer. Bref. En pleine guerre de 100 ans, vous tombez nez à nez avec un chevalier anglais, coincé au sol, tel une tortue donc, dans sa carapace. Il est parfaitement en vie. Il est vivant. Simplement, il est coincé. Qu'est-ce que vous en faites, vous Français? On l'embroche. On le capture, ah, pourquoi faire? Pour l'interroger, mais pas d'autre. La rançon. Effectivement, le chevalier, c'est un soldat riche. Son armure, son cheval et son épée, ça coûte énormément d'argent. Donc si on le capture, on peut demander une rançon. Exactement. Donc on n'a pas d'intérêt à le tuer, on le capture. Par contre, si ce chevalier est un soldat français, comme nous, et qu'il est gravement blessé, on reconnaît la blessure, on sait qu'il va mourir dans 3 semaines, dans d'atroces souffrances. Eh bien, dans notre armée, nous prenons soin de nos blessés. On va prendre une petite dame comme celle-ci, et on va chercher les feuilles de l'armure, par exemple, sous les selles. Et ainsi, on met fin à ces souffrances. On peut aussi les chercher dans la lisière. Oh.
Ça marche très bien. En plus, ça n'est pas bon. Alors, c'est bien vu comme un acte de bonté au Moyen-Âge que d'abréger les souffrances du soldat. C'est pourquoi ces dagues sont souvent appelées des miséricordes. En revanche, la dague elle-même, elle sera toujours utilisée au corps à corps. Donc ainsi, on peut aller chercher les failles de l'armure, donc sous les selles, au niveau de la gorge, derrière les jambes et aux articulations. Donc la dague, c'est vraiment l'arme du corps à corps. Et donc, personne n'est blessé dans cette pièce? Non, je la repose. Maintenant, il nous reste un dernier élément pour notre protection, bien sûr, le casque. En voici un. Celui-ci, on l'appelle le cervelier, parce qu'il protège bien vu. À celui-là, on peut souvent ajouter un nasal, qui protège donc le nez, et un canal qui protège, on l'a dit, le cou, la tête, effectivement. Alors, le nasal, attention, hein, si on prend un coup dessus, il rentre à l'intérieur. Il y en a qui aiment les piercings, mais celui-là, je suis pas sûr. Ouais. Donc le cervelier est plutôt utilisé au début du Moyen-Âge. On va trouver aussi celui-ci, qu'on appelle le chapelle, parce qu'il ressemble à un chapeau. Il va protéger les soldats contre les projectiles. Ils vont glisser sur le côté. En plus, on voit très bien, on respire très bien. C'est adapté donc pour les archers et les tireurs. Une question. Dans le spectacle? Oui, bah c'est normal, les soldats portent des casques. Alors, c'est vrai que celui-ci est aussi adapté pour les sapeurs, les soldats qui vont creuser des tunnels sous les remparts. Ils ont besoin de voir ce qu'ils font, bien sûr, mais de se protéger aussi contre les débris du tunnel qu'ils sont en train de creuser. C'est pour ça que les Anglais qui sont passés par un tunnel portaient des chapelles. On va aussi avoir celui-ci, plus adapté pour le corps à corps, la mêlée, ce qu'on appelle un darbut. Et vous voyez, toute la tête du soldat est protégée. Il en reste alors qu'une ouverture pour le visage et pour la respiration, c'est quand même pratique. En revanche, ces parties ici sont des faiblesses. Une épée, une lance peuvent facilement passer. C'est pourquoi les casques auront de plus en plus tendance à se refermer pour protéger le visage du soldat. Et donc on va avoir des casques comme celui-ci, qu'on appelle le salade à mésaille. Le mésaille étant cette partie mobile, et la salade, c'est pas qu'on va faire de la piémontaise à l'intérieur, c'est qu'en latin ça veut dire la tête. Donc la salade à mésaille protège la tête, et donc grâce à ça, on peut respirer et voir, en dehors du combat. Dès l'instant où l'on décide de charger, on y va. C'est là le problème. On a ici cette ligne pour voir l'ennemi, pour le mirer. C'est donc une ligne de mire. Eh bien, elle est très fine, effectivement, en hauteur, on ne voit pas en haut, on ne voit pas en bas. En revanche, on a quand même 180 degrés, voire sur les côtés. Donc la vision est grandement diminuée, mais c'est pour se protéger, pour rester en vie. C'est quand même important. D'ailleurs, ce casque, il est tellement efficace qu'on s'en sert encore à notre époque. Et oui, le casque de pompier, c'est exactement cette forme-là. Hop. Bien sûr, ils ont une vitre en plexi. Hop. Et enfin, il y a celui-ci, qu'on appelle un bassinet à bec, parce qu'il a un bec. Vous avez compris comment on marche ici. Alors, celui-ci, il a été inventé après la bataille de Crécy, une bataille que les Français ont perdue face aux archers anglais. Et bien, pour contrer les flèches des Anglais, on a inventé ce bec qui permet donc de dévier les flèches sur les côtés. Alors par contre, une flèche qui glisserait ici, elle risquerait de se briser sur l'épaule du soldat, provoquant donc des éclats de bois. D'ailleurs, c'est ce que veulent les Anglais. Provoquer ces éclats, ça permettrait de toucher sous la gorge des soldats et donc ces articulations qui sont à découvert. Donc la flèche de l'archer ne va pas traverser l'armure, hein. C'est l'éclat de bois, l'éclat de la flèche qui va passer dans les failles de l'armure. C'est en ça que c'est terrible. C'est pour ça qu'on a une fente encore plus réduite ici, sur ce casque, pour empêcher les éclats dans les yeux. Oui, on est d'accord, on y voit comment. C'est le prochain. Hop. Enfin, non. Pardon? Mais pas les trous. Ah, mais on plisse les yeux, ça marche. Bien sûr, c'est grandement réduit, mais je le rappelle, ces ouvertures, ce sont des failles. Toutes les failles sont mises à contribution par l'ennemi pour nous toucher. Donc plus on réduit ces ouvertures, mieux on est à l'abri. Mais c'est comme le casque, comme le bouclier, pardon, plus il est gros, moins on est mobile. On va toujours sacrifier quelque chose pour la défense. Donc la vision en fait partie. Après, quand on est sur un cheval, on charge. Ah ben on va tout droit. Ça va tout droit. Ça marche aussi. Bien sûr, en plein milieu du combat, au combat, on peut bien sûr relever les ailes pour voir ce qui se passe et le pour essayer de se rediriger. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose. Je vous l'apprends. Hop. Mais on reste
reste en vie. Alors aussi, le chevalier, très souvent, il participe à des tournois. Le tournoi étant un sport, on ne cherche pas à se tuer les uns les autres. Donc l'armure de tournoi ne pèse plus 20 à 25 kg, elle en pèse 40, voire 60. Elle est beaucoup plus lourde pour encaisser le choc de la lance, puisqu'on ne peut pas se tuer. Et donc comme c'est un sport, on se salue également. Et on ne va pas se serrer la main, on va montrer son visage. On montre son visage pour montrer son respect, pour dire que l'on va se battre plutôt dans les codes de la chevalerie. Donc on relève le bésail, la partie articulée, de la main droite, pour montrer son visage. Ce qui nous donne un geste un peu méconnu, un peu cocasse. On n'a jamais vu. Bref. Maintenant, pour sortir de cette pièce, vous allez passer par ce petit couloir sombre étrange et humide. Alors attention, il est très bas de plafond, il est très étroit. Sur la